Bonsoir, chers participants à ce quatrième webinaire à OAF sur le traitement des infections post-fracturaires dans les pays à faible revenu. J'ai particulièrement le plaisir de saluer certains que je connais personnellement, Badara, Dominique, Kolonchan, Leonard Banza, bienvenue, Luanda. Alors, je ne suis pas seul aujourd'hui. Déjà, je vais me présenter, bien que je sois sûr que beaucoup me connaissent. Je suis le docteur Lekina, je suis chirurgien à l'hôpital général de Yaoundé. Et pour cette présentation, je suis accompagné de mon grand ami, professeur Patrick Dakouré, qui nous vient du Burkina et à qui je vais demander de saluer l'assistance. Patrick. Bonsoir Florent, et bonsoir à tous, et bienvenue à ce quatrième webinaire. Moi, c'est Patrick Dakouré, je suis chirurgien orthopédiste au CHU de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. C'est un plaisir pour moi de participer avec vous à cet enseignement que je vais modérer. Alors, je vous invite donc à m'envoyer par écrit vos préoccupations, donc vos questions auxquelles je tenterai de donner des réponses en association avec Florent. Bonne séance d'enseignement, donc de webinaire à vous tous. Donc, soyez très participatifs, n'hésitez pas à envoyer vos questions à tout moment. Voilà, merci Florent. Patrick. Alors, le programme de ces prochaines minutes, ces 60 prochaines minutes sera premièrement de présenter succinctement la fondation AO Alliance, puis nous irons au webinaire proprement dit. Suivra ensuite une période de questions-réponses avec vous, les participants en direct. Et à la fin du webinaire et après, nous resterons ici pendant 15 à 20 minutes à continuer de répondre à vos préoccupations. Alors, pour dire un mot sur la fondation AO Alliance, c'est que c'est une fondation dédiée à soutenir et améliorer la prise en charge des fractures dans les pays à faible revenu, en participant aux enseignements. Nous avons quelques bourses, des aides à la recherche et amélioration des services cliniques. C'est ainsi que dans le cadre de nos activités d'enseignement, nous vous proposons aujourd'hui ce quatrième webinaire sur le traitement des infections post-fracturaires dans les pays à faible revenu. Pour cet enseignement, nous nous sommes fixés des objectifs d'apprentissage avec vous et qui sont les suivants. Tout d'abord, nous allons rappeler les étiologies de l'infection post-fracturaire et classer brièvement les types d'infections osseuses dans nos pays en faible revenu. Puis nous allons énoncer des principes et les algorithmes fondamentaux du traitement en général. Nous prendrons ensuite quelques techniques principales connues et pour en discuter les résultats. Et pour finir, nous allons insister sur les gestes de prévention. Le plan que nous allons suivre va aller de l'introduction en passant par étiologie, la nomenclature, le diagnostic, un peu de classification, présenter les principes, les techniques, discussion et nous allons conclure. L'infection osseuse post-fracturaire va concerner d'une part les tissus mous et d'autre part le tissu osseux. Mais le plus souvent, ce sera dans un contexte de traumatisme chez un patient chez qui a eu lieu un traitement chirurgical post-traumatique. Dans le cas de la nomenclature, ce qu'il y a à dire, c'est que des mots particuliers seront utilisés. L'ostéite aiguë va désigner la survenue de la pathologie entre 5 et 30 jours après la fracture ou le traitement chirurgical pour ostéosynthèse. On va parler d'ostéite chronique quand elle va survenir au-delà de 30 jours après le traumatisme ou alors après l'intervention chirurgicale. Dans la littérature anglo-saxonne, les termes ostéite et ostéomyélite
s'utilisent souvent de manière équivalente. Dans la littérature francophone, cependant, le terme ostéomyélite va se cantonner à celle qui est d'origine hématogène, à l'infection osseuse qui est d'origine hématogène. Pour caractériser l'infection en elle-même, elle peut être superficielle ou profonde, elle peut être modérée ou grave dans le cadre d'une gangrène gazeuse, par exemple. Dans les pays à faible revenu, l'ostéite post-fracturaire est immédiatement et directement lié à 3 situations cliniques classiques. Premièrement, on va la retrouver chez des patients qui se présentent tardivement avec des fractures ouvertes pour un traitement. Puis, ce seront les conditions d'hygiène et d'asepsie au bloc opératoire qui seront incriminées, c'est-à-dire des patients qui auront été opérés pour ostéosynthèse après une fracture. Et un troisième groupe de patients sera celui formé par des patients qui auront subi des scarifications dans le cadre de traitements indigènes. Les bactéries et les micro-organismes vont accéder au foyer de fracture par une lésion cutanée qui va être naturelle ou alors dans le cadre d'une intervention chirurgicale. Et ces bactéries, une fois introduites dans l'organisme et le foyer de fracture, ont besoin d'adhérer à un support qui leur offre des éléments nutritifs et une protection relative contre les défenses naturelles de l'organisme. Cette défense sera formée par exemple par le biofilm. L'infection du foyer de fracture est généralement consécutive à une colonisation bactérienne par voie hématogène ou alors par une contamination de proche en proche par contiguïté ou plus directement par contamination directe dans le cadre de la fracture ouverte. Ça va être le cas le plus fréquent ou au décours d'un traitement chirurgical. Nous venons donc de voir que l'intervention chirurgicale pour ostéosynthèse va être la principale cause d'infection post-fracturaire. Alors, d'où le moment de se poser la question, pourquoi les fractures s'infectent-elles après ostéosynthèse? Déjà en 1975, Martin Allgöver, l'un des 5 membres créateurs de la O Foundation, disait déjà que le risque d'infection est la complication la plus probable après ostéosynthèse. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, ce constat reste valable et d'actualité. Alors, l'infection fracturaire après ostéosynthèse, elle va reposer et découler de plusieurs facteurs. Ce seront des facteurs liés aux implants, ce seront des facteurs liés aux patients, des facteurs liés aux bactéries, des facteurs liés à la chirurgie. Regardons de plus près chacun de ces facteurs. Pour les facteurs liés aux implants, il va s'agir de la surface métallique qui va être rapidement recouverte par des protéines qui vont protéger les microbes. Puis, il a été prouvé et remarqué que les bactéries sont attirées par les substances nutritives à la surface des implants et qu'une fois sur place, elles sont stimulées à proliférer après adhérence sur ces implants. Pour les facteurs liés aux patients, on peut citer l'âge, les comorbidités comme le diabète, l'obésité, l'artériosclérose, la malnutrition et la nicotine, des médicaments dont des familles comme les corticostéroïdes, les immunosuppresseurs et les antibiotiques dans le cadre d'une utilisation abusive, et sans oublier les antécédents infectieux comme les caries dentaires qui vont causer une infection osseuse par voie hématogène. Quant aux facteurs liés aux bactéries, il va toujours s'agir de la présence d'un milieu de culture
autour de l'implant, ça va être soit un hématome, soit un sérum, et de la surface de l'implant lui-même, avec la formation de biofilm, qui est cette protection que les microbes réussissent à mettre autour d'elle dans le cadre de l'infection post-fracturaire sur ostéosynthèse et sur matériel d'ostéosynthèse. Les facteurs liés à la chirurgie vont être directement liés au type de chirurgie. Est-ce que c'est une intervention en urgence? À quel moment a eu lieu l'intervention? Quelle a été la durée de l'intervention? La technique chirurgicale va jouer un grand rôle et l'environnement, c'est-à-dire l'état de nos blocs opératoires dans nos pays à faible revenu. Dans le cas de ces infections post-fracturaires, les micro-organismes les plus fréquemment mis en cause sont les staphylocoques dorés, les streptocoques du groupe A et les entérobactéries. Actuellement, la littérature recense cependant une augmentation des infections causées par les Staphylococcus epidermidis et les MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, c'est-à-dire le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Maintenant que l'infection est en place, il faudra faire un diagnostic. Et ce diagnostic de l'ostéite va reposer sur des piliers cliniques et paracliniques. Dans le cadre de ce diagnostic, il va y avoir des signes subjectifs et des signes objectifs. Parmi les signes subjectifs, on peut citer la douleur sur le site infectieux, sur le site d'ostéosynthèse, la fièvre, avec parfois des céphalées, des nausées et des vomissements. Et pour des signes objectifs, il va s'agir d'un érythème qui va être visible, tuméfaction, une collection liquidienne, une fistule avec un écoulement et parfois une boitérie pour cause de douleur. Des signes objectifs biologiques pourront être une CRP élevée, une leucocytose ou la présence de bactéries gram-positives dans le cadre d'un prélèvement. Puis viendra la radiographie à la recherche de séquestres, de réactions périostées et de lyses. C'est le moment ici de vous rappeler que nous attendons toujours vos questions et le professeur Dakouré est prêt à y répondre. Maintenant que nous avons posé les bases de l'infection, du diagnostic de l'infection post-fracturaire, je vais vous transmettre une question pour avoir vos avis. D'après vous, lequel de ces deux patients opérés d'ostéosynthèse, naturellement, présente une infection? Est-ce que vous pensez que c'est le patient A uniquement? Est-ce que c'est le patient B uniquement? Est-ce que vous pensez que c'est aucun des deux patients? Ou alors que tous les deux patients présentent une infection? Ou alors vous n'arrivez pas à vous décider? Merci de nous donner votre avis maintenant. Alors, d'après les résultats, je vois que près de la moitié des participants pensent que tous les deux patients présentent une infection et une grande partie pense que, pratiquement un tiers pense que c'est le patient B uniquement et presque un tiers aussi pense que c'est le patient A uniquement. Pour revenir à cette question, et suivant les signes que nous avons cités tout à l'heure, le patient A va certainement présenter des signes objectifs avec la tuméfaction et l'érythème qui vont certainement signer
une infection sous-jacente. Mais chez le patient B, nous avons distinctement une exposition de matériel d'ostéosynthèse avec une rougeur autour de ce qui semble être une vis exposée. Donc, dans ce cadre-là, le seul fait d'avoir une exposition du matériel d'ostéosynthèse est un risque absolu et énorme d'infection post-fracturaire. Mon avis serait donc que ces deux patients présentent une infection post-fracturaire qu'on doit observer et surveiller. Maintenant que nous sommes convaincus de la présence d'une infection osseuse, il va falloir soigner. L'infection osseuse est une maladie loco-régionale de l'os et des parties molles. Le traitement repose sur l'excision chirurgicale suivant la stratégie ARC, avec A pour assèchement, R pour réparation des parties molles et C pour comblement et consolidation. C'est-à-dire, pour mettre en œuvre un traitement, il faudra choisir une tactique. La tactique va consister à combiner dans le temps l'exécution de chacun de ces trois piliers de la stratégie ARC. Les exemples tactiques vont être, par exemple, AR plus C, c'est-à-dire assèchement plus réparation des tissus mous en un temps, suivi dans un deuxième temps du comblement de la consolidation. Ou alors, on pourra assécher dans un premier temps, c'est-à-dire A, et dans un deuxième temps, procéder à la reconstruction et au comblement consolidation. Un autre schéma possible est par exemple assèchement plus reconstruction des tissus mous plus comblement consolidation. Des schémas plus complexes comme A1, A2 plus A3 plus RX plus R plus C sont possibles. Maintenant que nous avons présenté la tactique, je vais vous présenter un peu plus en détail les différentes techniques. Nous commençons par les techniques d'assèchement. Les techniques d'assèchement vont suivre les mêmes règles que celles énoncées pour le parage des fractures ouvertes, c'est-à-dire excision de tous les tissus mous infectés et nécrosés jusqu'à retrouver du tissu sain en ce qui concerne les tissus mous. Excision radicale de l'os infecté et ablation des séquestres par des gestes chirurgicaux de décortication, curettage, alésage et résection segmentaire, voire même résection, diront, carcinologique. Le lavage va faire partie de ces techniques d'assèchement, lavage abondant ou possibilité d'irrigation-drainage continu. Et comme autre dernière technique d'assèchement, les pansements peuvent être faits. Et c'est possible. Dans les techniques de réparation des tissus mous, les tissus mous nécrosés peuvent induire une perte de substance exposant l'os. Et cette perte de substance doit être corrigée impérativement, soit provisoirement, en faisant des pansements sous pression négative, qui sont appelés VAC, suivant la technique VAC, qui signifie Vacuum Assisted Closure. On peut faire des lambeaux musculaires et fascio-cutanés libres ou pédiculés pour réparer les tissus mous. Ou quand il y a eu une granulation, cette réparation peut être faite par des greffes de peau. Les techniques de comblement. On pourra utiliser des billes d'antibiotiques ou alors une entretoise en ciment mélangé avec des antibiotiques avec comme dosage pour 40 g de ciment palacos, 2 g de vancomycine et 1,2 g de tobramycine. Ou une fois de plus, utiliser des lambeaux musculaires pédiculés sous forme d'entretoise. Les techniques de consolidation. La consolidation peut être obtenue
soit par l'implant original qu'on va laisser en place, ou alors par une mobilisation provisoire du foyer de fracture par fixateur externe ou plâtre synthétique fenestré, ce qui est possible dans nos environnements et parfois nécessaire au manque de matériel adéquat, ou procéder à une graisse osseuse consolidée par une plaque vissée ou une greffe osseuse autour d'un clou centro-médulaire. Toutes ces techniques vont participer à la mise en place des méthodes de traitement. Et dans nos environnements, 5 grandes méthodes ont démontré leur efficacité et peuvent être appliquées facilement. Il va s'agir de la saucérisation, de la greffe intertibiofibulaire selon Merle-Daubigné pour les lésions du tibia, les percées de substances et infections du tibia, la méthode de Papineau, la méthode d'Ilizarov, la méthode de la membrane induite de Mascalet. Elles ont toutes en commun l'utilisation des techniques chirurgicales décrites plus haut dans la stratégie ARC. Allons-y regarder de plus près. La saucérisation se fait suivant la technique A plus R, c'est-à-dire assèchement, premier temps, plus reconstruction des tissus mous en deuxième temps. L'assèchement ici va se faire par excision d'un volet osseux ovalaire, puis curettage. La réparation des tissus mous par invagination des berges de la plaie ou par la pose et la construction d'un lambeau facio-cutané. La greffe intertibiofibulaire, elle va adopter la tactique A plus C plus R, c'est-à-dire assèchement dans un premier temps, comblement au deuxième et reconstruction des tissus mous dans un troisième temps. L'assèchement ici va se faire par excision totale du site d'infection avec une stabilisation éventuelle par fixateur externe ou plâtre fenestré. La consolidation par fusion du tibia et du péroné par greffe intertibiofibulaire dans un deuxième temps et la réparation des tissus mous va se faire par lambeau ou greffe de peau. Comme vous pouvez le voir, c'est une technique dédiée à l'ostéomyélite, à l'ostéite du tibia. La grande méthode de Papineau, elle suit la technique AC plus deuxième temps comblement plus troisième temps de réparation des tissus mous. L'assèchement se fait par curettage osseux du site d'infection plus stabilisation par fixateur externe ou comblement par des billes d'antibiotiques par exemple. Et dans un deuxième temps, la consolidation par greffe spongieuse va se faire à ciel ouvert. Et une fois que tout ça a granulé et par bourgeonnement, la cicatrisation dirigée, on pourra alors procéder à une greffe de peau ou un lambeau de couverture pour le troisième temps. La méthode d'Ilizarov, elle, utilise la tactique AR1 jusqu'à RRX plus comblement, c'est-à-dire assèchement, réparation des tissus mous qui peut se faire en plusieurs temps avant d'engager le temps de consolidation. L'assèchement va se faire par excision du site d'infection de manière carcinologique, particulièrement, et stabilisation par le fixateur d'Ilizarov, qui est un montage particulier avec une vis sans fin qui permet de faire un déplacement d'un fragment osseux pour aller l'arrimer. Puis surviendra la réparation des tissus mous par lambeaux musculo-fascio-cutanés pédiculés et la consolidation donc par transport osseux comme précédemment. Nous pouvons voir ici un résultat de ce traitement chez des patients présentés au congrès de la Société algérienne d'orthotraumatologie.
Et pour finir, avec les méthodes, il y a la méthode de la membrane induite de Mascaleer qui suit la technique ACR, en un premier temps, plus reconstruction des tissus mous plusieurs fois si nécessaire, plus consolidation. Ici, l'assèchement se fait par excision du site d'infection une fois de plus. La stabilisation par fixateur. Intervient un comblement par entretoise en ciment, ainsi que la réparation des tissus mous par lambeaux musculo-fascio-cutanés. Et dans un deuxième temps, la consolidation par greffe spongieuse après ablation de l'entretoise. C'est une technique intéressante qui a la particularité de pouvoir corriger des défects allant jusqu'à 24 cm. Alors, maintenant que les divers traitements et les méthodes sont connus, notre attitude devant les implants présents sur le site d'ostéite et d'ostéomyélite va toujours nous poser problème. Et pour en discuter, je vais commencer une fois de plus par vous poser une question pour avoir vos avis. Alors, devant la situation clinique présentée ici, pensez-vous qu'il faut absolument procéder à l'ablation de la plaque lors du débridement? La réponse A serait que oui, il faut enlever la plaque. La réponse B, que non, il faut maintenir la plaque. La réponse C, enlever la plaque, oui, et poser un fixateur externe. Et la réponse D, c'est je n'arrive pas à décider. Merci de nous transmettre vos avis maintenant. Alors, je dois dire que il y a eu beaucoup de tergiversations dans la décision, puisque moi j'ai la possibilité de vous voir voter, et qu'au final, c'est l'option C, c'est-à-dire que enlever la plaque et poser un fixateur externe qui a été retenu à plus de 72%. L'option B, non, il faut maintenir la plaque, a été retenue à 9%. Et l'option A, oui, il faut enlever la plaque, a été retenue à 4%. Et 13% des participants n'ont pas réussi à se décider. Pour répondre à cette question, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un équilibre qu'il faut trouver. D'une part, l'implant est un réservoir de bactéries où ils sont protégés par le biofilm. Et d'autre part, c'est l'implant qui va procurer de la stabilité au foyer de fracture et amener ainsi à contrôler l'infection. À cet effet, McNeuer a dit qu'il n'y a rien de pire qu'une fracture. En plus de la fracture infectée, ce qu'il y a de pire, c'est d'avoir une fracture infectée et qui est instable. Donc, la priorité sera toujours d'essayer d'avoir un montage stable. Donc, ça signifie aussi qu'il n'est pas absolument nécessaire d'enlever l'implant qui est en place tant qu'il joue encore son rôle de stabilité, et ceci va amener à la stabilité et au contrôle de l'infection. À côté de ces traitements chirurgicaux, on ne peut pas nier les résultats et les gains que peuvent apporter l'antibiothérapie. Et pour ce faire, il est nécessaire d'avoir des connaissances quant à leur fonctionnement et à leur action. Leur action est due et est motivée par la pénétration osseuse de ces derniers antibiotiques. La littérature nous dit que cette pénétration osseuse va être excellente pour les fluoroquinolones systémiques,
les lincosamide, les cyclines, l'acide fusidique et phosphomycine. Elle est moyenne chez les avec les bêta-lactamines, les glucopeptides, le cotrimasol, et elle est absolument faible avec les aminosides. Puis, des protocoles de traitement ont été mis en place. Ici, je vous présente celle publiée en 1991 qui disent que, par exemple, les staphylocoques métis vont être sensibles aux fluoroquinolones, qui vont être le traitement de première intention associé à la rifampicine, avec d'autres propositions comme la péni-M plus aminoside. Les staphylocoques méticilline résistants, le premier choix va être les glucopeptides, acide fusidique ou phosphomycine. Ou alors, par exemple, les entérocoques, le premier choix va être l'amoxicilline plus un aminoside. Mais ce qui est important de savoir, c'est c'est-à-dire quand il n'y a pas de documentation, il faut toujours essayer d'avoir au minimum une céphalosporine de 3e génération et si possible associée à la phosphomycine. Et comment administrer ces antibiotiques? L'administration prophylactique d'antibiotiques, il a été prouvé, réduit considérablement le risque d'infection. Ils doivent être administrés en préopératoire avant l'application du GRARO ou alors en dose unique sous forme de bolus. Donc, ça va être des céphalosporines de 1e ou 2e génération et dans un délai maximum de 24 heures avant l'incision. C'est au moment où nous parlons de ces antibiotiques, de vous rappeler que l'administration d'antibiotiques n'est pas une alternative à une technique chirurgicale rigoureuse. Je voudrais maintenant vous présenter un cas clinique qui nous a été proposé par des confrères de l'Asie du Sud-Est. Il s'agit d'un patient de 19 ans qui a subi un accident de moto qui présentait une fracture ouverte du tibia type gustulio type 3B et classifié AOOTA 43B2. Alors, son traitement a consisté en un parage et une ostéosynthèse en urgence par plaque postérieure, puis a suivi une cicatrisation dirigée avec surélévation du membre et greffe osseuse programmée. Je vous propose ici les images préopératoires, la pose de la plaque et les images post-opératoires des radiographies. Alors, dans son suivi, on a remarqué un retard de cicatrisation de la plaie avec des signes cliniques d'infection, instabilité du foyer de fracture, et cette instabilité a été corrigée 7 semaines après par la pose d'une plaque antérieure, puis a suivi une révision de la plaie et une greffe osseuse. À 34 semaines, on a pu observer la présence d'un cal osseux solide, aucun signe d'infection et à 2 ans de recul, l'ablation des implants a pu être faite sans douleur avec une fonction satisfaisante. Avec ce cas clinique, il y a 2 messages que nous voulons transmettre. Premièrement, c'est que vous pouvez être amené à fixer la fracture avec ce que vous avez sans pour autant respecter les règles de l'art parce qu'ici, tout le monde se serait attendu à ce que ce soit un fixateur externe. Mais deuxièmement, la pose de la 2e plaque vient pour nous indiquer et nous redire que c'est la stabilité du foyer de fracture qui est importante pour contrôler l'infection. Et qu'au final, ce patient a eu une histoire en principe très chanceuse et saine. Mais ça peut toujours se passer autrement et ça ne devrait pas être un coup de chance. Donc, pour que ça ne soit pas de la chance, comment éviter ou du moins limiter les infections fracturaires post-opératoires?
cela va passer par la prévention et quelques attitudes chirurgicales adéquates simples. Tout d'abord, à l'accueil des urgences. L'inspection des plaies doit se faire une seule fois par un seul résident ou interne qui va prendre des photos et refaire un pansement propre. Les photos vont permettre à tout le staff de faire la discussion et de planifier le geste chirurgical. Il faut laver immédiatement et abondamment les fractures ouvertes et faire un pansement propre. Réduire et immobiliser la fracture ouverte ou fermée sur une attelle pour prévenir des lésions de tissu mou. Et l'administration précoce d'antibiotiques à large spectre peut faire la différence aux urgences. Puis, il faudra penser à l'hygiène corporelle du patient. Il est parfois nécessaire de lui administrer une douche préopératoire, par exemple dans le cadre de la chirurgie programmée pour des fractures fermées. Cette douche préopératoire devra avoir lieu la veille de l'intervention et éventuellement le matin avant de l'amener au bloc opératoire. S'il arrive que le malade ait besoin d'un rasage, celui-ci doit se faire juste avant l'entrée au bloc opératoire dans la salle de préparation. Une fois au bloc opératoire, le lavage du membre à opérer doit être fait consciencieusement au savon mélangé aux antibiotiques. En salle d'opération, les praticiens doivent respecter le temps de lavage chirurgical des mains et utiliser les solutions hydroalcooliques pour la désinfection des mains. Ils doivent laver et désinfecter correctement le site opératoire. Si possible, changer de gants et la casaque après le temps de parage avant de pratiquer l'ostéosynthèse. Et l'infirmière de bloc opératoire prendra soin de couvrir les instruments et les implants sur la table. Et la major du bloc opératoire devra limiter les accès des personnes au bloc opératoire pendant l'intervention. La technique chirurgicale joue un grand rôle. Il faut se souvenir que le parage méticuleux est primordial dans le traitement des fractures ouvertes. Que lors de l'intervention, les tissus mous doivent être manipulés délicatement et qu'il est absolument nécessaire de faire des montages d'ostéosynthèse stables. Il faut soigner le temps de fermeture par des lavages abondants et absolument procéder au drainage aspiratif dans toutes les ostéosynthèses pour fractures fermées. Une fois arrivé dans le service d'hospitalisation, il faut procéder à la désinfection systématique des mains aux solutions hydroalcooliques avant d'entrer voir le patient et à la sortie. Et il faut utiliser des gants et des instruments stériles pour faire les pansements. Toujours en service d'hospitalisation, il faut être vigilant et reconnaître rapidement les signes d'infection qui vont être des retards de cicatrisation, des douleurs et une augmentation éventuelle d'un écoulement de la plaie opératoire. Maintenant, nous allons prendre une période de questions-réponses pour répondre à toutes les questions que vous nous avez transmises. Patrick, tu vas t'occuper de nous lire des questions intéressantes que tu auras sélectionnées pour que nous puissions ensemble donner des réponses. Merci Florent. Alors merci à tous nos participants qui ont été très actifs avec des questions, je dirais, très pertinentes et intéressantes que nous allons essayer de partager avec tout le monde. Alors, peut-être en tentant de regrouper des questions qui se rejoignent, la première qui avait été posée par le professeur Tervert et qui a été également reprise par d'autres. Alors, que doit-on faire du matériel d'ostéosynthèse? Luanda demandait, ne faudrait-il pas d'emblée retirer le matériel d'ostéosynthèse si l'on remarque une infection post-fracturaire après ostéosynthèse?
Plusieurs sont revenus dessus, donc je peux m'arrêter à là pour cette question-là. Que faire du matériel d'ostéosynthèse en situation d'infection? Oui, merci Patrick. Je vais rappeler à nos participants ce que j'ai dit dans l'exposé plus haut. C'est qu'il n'y a rien de pire qu'une fracture infectée et instable. Donc, il n'y a aucune nécessité de se précipiter à enlever le matériel d'ostéosynthèse. C'est la stabilité de la fracture, du foyer de fracture qui est recherché et qui va être votre meilleur ami pour participer à l'assèchement de cette infection. Quand on va pour refaire le débridement, si on a un clou et que le clou en place est il faut l'observer, il faut le laisser. Il faut d'abord faire le débridement, il faut laver. Si c'est une plaque et si elle tient, il faut faire le débridement, il faut laver. Et ici, la technique qui pourrait vous aider, c'est cette technique de pansement sous vide, sous pression négative dont nous avons parlé un peu, mais qui est très mal connue dans nos environnements. Cette technique va vous permettre de procéder à un assèchement de la fracture d'une qualité vraiment supérieure en posant dans la plaie une éponge en polyvinyl alcool que vous allez connecter à un drainage aspiratif. Et si vous vous rendez compte que le foyer et l'infection est suffisamment asséché, vous pouvez procéder à la cicatrisation secondaire de cette plaque, de cette ostéosynthèse, de cette fracture, et réserver l'ablation de l'implant au moment où la consolidation de la fracture a commencé à avoir lieu. Donc, je répète que c'est mieux d'avoir une fracture qui est stable et infectée que d'avoir une fracture qui est instable et infectée. Donc, je pense que la question a été clairement tranchée. Moi, peut-être je pourrais ajouter une chose en tirant sur la stabilité. Le plus important, c'est que le foyer de fracture doit rester stable. Et sans cette stabilité, vous ne pourrez pas obtenir la consolidation. L'ablation du matériel est formelle lorsque ce matériel ne tient plus. Lorsqu'il y a un démontage du matériel sur l'infection, vous pouvez l'enlever, sachant bien que vous devez stabiliser le foyer de fracture ou de pseudarthrose, en tout cas le foyer, avec un autre matériel, notamment un fixateur externe. Alors, on va passer à une autre question. Docteur Samba Kone qui demandait au sujet de la technique, de la méthode ARC, qui est habituellement séquentielle. Est-ce que dans nos pays à faible revenu, vous pensez qu'on peut effectuer cette technique-là en un seul temps, avec le plateau technique qui est limité, même si on a un chirurgien qui est aguerri? Dans nos environnements, il faut toujours être un peu plus apaisé. Parce que nos patients, du point de vue, sans que ce soit du point de vue médical, nos environnements ne supportent pas les complications. C'est-à-dire que les patients ont besoin d'un timing que tout le monde connaît, que de vouloir faire des gestes très osés et se retrouver dans des complications. Pour les ramener au bloc opératoire, c'est toujours beaucoup plus difficile. C'est difficile de les convaincre et difficile de convaincre la famille, sans oublier les coûts. Alors, la technique ARC demande de l'expérience. C'est au praticien, suivant son expérience, de voir s'il est capable de jumeler des séquences pour gagner du temps ou bien pour gagner de l'argent. Mais c'est toujours mieux d'aller d'une manière un peu plus apaisée, particulièrement si on a décidé de faire des lambeaux. Parce que si on fait un lambeau et puis celui-ci ne tient pas et qu'après le foyer de fracture est exposé, on se retrouve dans une situation vraiment très délicate. Alors, si on a les capacités
et l'expérience qu'il faut. Rien n'exclut de faire toute la technique en un temps, mais pour le chirurgien qui connaît son environnement africain et les pays sous-développés, c'est parfois mieux d'aller par étapes. Voilà. Merci Florent. Une autre question qui nous vient de Léonard du Malawi. Que pensez-vous de l'utilisation du garrot lors du parage? C'est une très belle question, Patrick. C'est une très belle question. L'utilisation du garrot va être certainement une question d'école et une fois de plus une question d'expérience. Lors du débridement, nous avons dit que le débridement, le parage des tissus mous va aller jusqu'à retrouver les tissus sains. Le garrot va certainement vous aider à amoindrir le saignement, mais il aura le désavantage qu'il ne vous donne pas la juste mesure de votre saignement. L'attitude personnelle est de ne pas utiliser le garrot, mais d'aller prudemment pour retrouver les tissus sains et minimiser le saignement à vue. Parce que une fois qu'on a le garrot et qu'on croit que tout est permis, vous allez vous retrouver avec une exérèse de grands vaisseaux et qui, au moment de l'ouverture du garrot, vont vous poser d'énormes problèmes d'hémostase. Donc, l'attitude personnelle ou conseillée à nos jeunes est certainement de ne pas utiliser le garrot, mais d'aller d'une manière beaucoup plus posée dans le débridement, le parage. Alors, une autre question, c'est au sujet du matériel d'ostéosynthèse. Qu'est-ce que vous pensez ou quels sont les avantages à utiliser de l'acier inoxydable ou du titane? Quels sont les avantages ou les inconvénients par rapport à la survenue? Oui, merci Patrick, mais une fois de plus, je vais revenir sur un problème de coût. Déjà, le titane, il coûte au moins 2 fois plus cher que l'implant d'acier trempé. Et si vous avez un implant en acier trempé, vous êtes déjà heureux de l'avoir pour procéder à la fixation de votre foyer d'ostéosynthèse. L'avantage du titane étant cependant qu'il offre moins d'adhérence aux microbes dans le cadre de la formation du biofilm. Maintenant, ces implants en acier trempé, ils ont montré leur efficacité depuis 1949. Ils ne sont pas mauvais. Mais si dans le cadre du développement personnel ou bien des systèmes de santé, s'il est possible d'avoir des implants en titane, c'est pas défendu. Ce qu'il faut cependant savoir, c'est que le titane a une énorme adhérence au tissu osseux et il va être extrêmement difficile au moment de l'ablation. Donc, pour nos pays à faible revenu, avoir des implants en acier trempé, dans un premier temps, serait déjà un acquis. Mais nous sommes appelés à nous développer et, dans le futur, utiliser aussi des implants en titane avec leurs propriétés que je viens de citer serait aussi un avantage. Merci Florent. Donc, on peut retenir sur cette question que le titane a l'avantage d'avoir un très faible tropisme pour les bactéries. Mais il a peut-être pas des inconvénients forcément, mais des contraintes liées à nos situations de pays à faible revenu. Donc, vous devez faire attention à vos choix thérapeutiques. Il ne faut pas forcément suivre l'innovation si elle n'est pas adaptée à votre pratique quotidienne. Alors, au sujet de l'antibiothérapie, le docteur Koné de la Côte d'Ivoire, Samba, nous demande
Faut-il la poursuivre après? Bon, je suppose, hein, en essayant de comprendre l'esprit de sa question, il s'agit de l'administration des antibiotiques en matière de prévention d'infection. Pendant combien de temps elle doit être poursuivie et quelle voie d'administration, c'est-à-dire quelle forme galénique utiliser? Merci Patrick. Oui, ce que je vais dire à mon ami Koné, c'est que le désavantage que nous avons dans les pays à faible revenu, c'est que nous utilisons ce qui est écrit ailleurs. Alors, mais pour citer ce qui est écrit ailleurs, le consensus dit que si on est dans une antibioprophylaxie, il faut la poursuivre au maximum 48 heures. On est dans la prophylaxie. Maintenant, il faut tenir en compte l'état physique de nos patients quand ils arrivent, avec des débris telluriques, avec la boue. Si on s'oriente à des protocoles comme ceux qui sont utilisés en pays européens et dire qu'on ne fait une antibiothérapie, parce que là on va parler de la thérapie et s'arrêter à 48 heures, je ne sais pas, personne dans nos milieux n'a encore fait l'expérience pour voir ce qui va se passer. Maintenant, nous allons certainement tous avoir la hantise de quoi on va nous accuser et nous faisons tous pratiquement une antibiothérapie et qui va se poursuivre au moins 10 jours, au moins 7 jours par voie intraveineuse pour avoir toutes les chances de notre côté. Donc, antibioprophylaxie, question, antibiothérapie probabiliste, c'est certainement ce que nous faisons tous. Merci Florent. Alors, nous avons une autre question qui est posée par plusieurs intervenants, plusieurs participants. Je la résume. En fait, il s'agit du rasage. Faut-il raser ou pas? Il faut raser le patient. S'il faut le raser, parce qu'il y a des gens qui ont des pilosités abondantes, s'il faut raser le patient, c'est avant l'entrée au bloc opératoire, c'est-à-dire que dans la salle de préparation. Pas à l'intérieur du bloc opératoire, mais juste devant le bloc opératoire. Pas la veille, parce que les micro-lésions que vous allez causer sur la peau la veille vont être des portes d'infection. C'est juste avant l'entrée au bloc opératoire, au moment où il est en train d'être préparé par l'équipe d'anesthésie. Alors, au sujet du drainage, quelle est votre position par rapport au drainage? Faut-il drainer ou pas des fractures fermées opérées? Drainer systématiquement. Pour travailler dans nos environnements, je crois que la prudence est de mise. Et ça ne coûte absolument rien de poser un drainage aspiratif qui va nous faire énormément de bien et qu'on va retirer dans 72 heures au maximum 4 jours. Mais par contre, ne pas faire un drainage aspiratif parce que on suit les directives actuelles des sociétés européennes va nous causer énormément de préjudices. Nos environnements ne sont pas suffisamment propres pour adopter des attitudes aussi agressives. Donc, le drainage aspiratif dans nos environnements est le signe de la prudence. Et ça ne nous coûte absolument rien. Ça a toujours fonctionné. Ça ne nous demande rien de particulier. Moi, je pense qu'il faudrait le faire. D'accord. Alors, toujours dans les questions, il y a une question qui vient du Burkina Faso. Bon, elle est plutôt du ressort de la microbiologie, mais on verra. Quel est le meilleur marqueur biologique qui permet d'affirmer la stérilisation du foyer infectieux dans notre contexte? En cas d'infection osseuse, quel est le meilleur marqueur biologique? Bon, à mon avis, nous avons plusieurs possibilités. Nous utilisons la numération formule sanguine, la vitesse de sédimentation. Mais ce qui est beaucoup plus sensible, c'est la C-réactive protéine. Et il ne faut pas oublier également que des prélèvements bactériologiques doivent toujours accompagner la prise en charge de ces cas d'infection-là pour d'abord s'assurer qu'on n'a plus de germes dans le foyer
Et l'absence de germes dans le foyer ou dans les prélèvements bactériologiques ne signe pas toujours la stérilisation du foyer. Donc, il faut avoir la négativation de la C-réactive protéine, ce qui permettra également d'arrêter l'administration par voie parentale, notamment par voie intraveineuse, des antibiotiques et le relais par voie orale. Merci Florent. Alors, une autre préoccupation, alors c'est Samba qui s'inquiète toujours, finalement, dans notre contexte ou dans nos pays à faible revenu, de façon schématique. Quel schéma thérapeutique vous proposez? À une ostéite. Maintenant, on va faire des choix. Si on se retrouve par exemple avec une ostéite d'un os long, parce que ce sont les os longs qui nous posent problème, ce sont les jambes, ce sont les fémurs, les tibias. Il faut aller d'abord du principe que le bon traitement, le meilleur traitement demande que vous ayez une ostéosynthèse stable. Vous aurez des impératifs financiers, c'est-à-dire combien de fois est-ce que vous pourrez amener ce malade au bloc opératoire. Ce que nous faisons actuellement, notre attitude personnelle, c'est de privilégier les enclouages. Alors, mais pour faire un enclouage dans un milieu qui est infecté, nous faisons la technique de Mascalet d'une manière un peu modifiée. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous allons procéder à la résection du foyer de fracture comme il a été décrit, c'est-à-dire que le geste d'assèchement. Après la résection du foyer de fracture, nous procédons à un alésage complet de tout le fût et de toute la moelle osseuse, comme si c'était une fracture fraîche. Et on procède à un lavage abondant. On pose le clou, on le verrouille et on pose l'entretoise de ciment autour du clou, en veillant à faire correctement le manchonnage. Puis, une fois que la pseudomembrane a été formée, on revient, on ouvre la membrane, on va enlever l'entretoise de ciment et poser la greffe. L'avantage du clou est que le patient peut charger immédiatement, parce qu'on a remarqué qu'avec la pose des plaques, si le malade se met à charger, la plaque va immédiatement casser et le fixateur externe laisse toujours un arrière-goût d'inachevé parce qu'il faut revenir. Après pose du fixateur externe, il faudra dans tous les cas revenir pour trouver un moyen de contention beaucoup plus solide. Ceci n'est certainement qu'une attitude personnelle, mais qui demande une certaine expérience. Le plus simple, c'est résection, débridement, pose d'un fixateur externe et greffe. Maintenant, consolidation avec la plaque. Soyez sûr que si vous chargez trop tôt, la plaque va casser. C'est à chacun de voir un peu qu'est-ce qui est la meilleure, quelle est la technique qui maîtrise le mieux et quel est son environnement, que ce soit du point de vue financier ou que ce soit du point de vue technique. Ok, merci Florent. Bon, il y a encore plein de questions, mais on va retenir une pour la dernière. Il s'agit de la possibilité, enfin, la gestion des patients face auxquels on a des bactéries multirésistantes ou qui ne sont pas identifiées. Peut-être, à mon avis, il faut toujours réséquer large en cas d'ostéite si on n'arrive pas à identifier le germe, enlever tout ce qu'il y a comme tissu infecté et nécrosé, aussi bien au tissu osseux que partie molle, et tenter d'obtenir la consolidation, sans oublier que l'amputation, même si on n'en a pas parlé, est un moyen, voilà, est une option qu'il faut proposer en dernier recours. Voilà, merci. Nous allons poursuivre les réponses plus tard et je vous remercie pour votre participation. Je redonne la parole à Florent pour la suite. Oui, merci Patrick. Alors, pour finir,
si nous devons retenir quelque chose de cette session d'enseignement, c'est que dans le cadre des infections post-fracturaires, le diagnostic précoce de l'infection osseuse est essentiel. Que l'administration des antibiotiques aux urgences réduit considérablement le taux d'infection, que le respect des bonnes pratiques aux urgences, au bloc opératoire et en hospitalisation a une grande influence sur la réduction du taux d'infection, et qu'en cas de fracture ouverte, le parage est le geste le plus important et la stabilité de la fracture est primordiale pour contrôler l'infection. Pour finir donc, tous nos remerciements à la Fondation AO Alliance, à AO Trauma, AO Education Institute, Dr Claude Martin, Dr Stephen Skate des États-Unis, professeur Olivier Borens de Suisse pour leur assistance dans la préparation de ce webinaire. Et nous restons à votre disposition pour la réponse aux questions. Et je tiens à rappeler que le webinaire est enregistré et les participants qui n'auraient pas eu l'occasion de se connecter pourront le regarder d'ici 48 heures une fois qu'il aura été mis en ligne. Merci.